Sous le Pacifique occidental se trouve une fissure qui dépasse totalement l'échelle humaine. À plus de 10 km de profondeur, la fosse des Mariannes s'ouvre comme une entaille sombre dans la croûte terrestre. Un lieu où la pression est si brutale que le corps humain serait détruit en quelques instants et où, pendant longtemps, la science a cru que la vie ne pouvait tout simplement pas exister. Durant des décennies, ce que nous savions de ce monde enfoui sous l'eau se limitait à quelques données éparses. Des chiffres froids consignés dans un journal de bord et des échos renvoyés par des instruments qui ne voyaient jamais réellement le fond. Pour comprendre comment nous avons seulement commencé à pressentir l'existence de cet abîme, il faut remonter à une époque où l'océan profond était pratiquement une page blanche. Dans les années 1870, le navire de la Royal Navy britannique HMS Challenger appareilla pour ce qui est aujourd'hui considéré comme la première grande étude mondiale des océans. Ce n'était pas une expédition héroïque au sens classique, mais un travail minutieux et répétitif. Mesurer les profondeurs, prélever des échantillons, enregistrer les températures et les courants. Chaque mesure de profondeur était une épreuve de patience et d'endurance physique. Un bloc de plomb attaché à une longue corde était descendu par-dessus bord et disparaissait dans l'obscurité. Ensuite, il fallait remonter tout ce poids à la main, marque après marque, tandis que le navire roulait sous le soleil tropical ou dans les vents coupants des latitudes froides. La plupart des chiffres racontèrent toujours la même histoire. Un fond océanique vaste et relativement uniforme, tapissé de boue et de sédiments, à environ 3 ou 4 kilomètres sous la surface. L'océan profond apparaissait comme une plaine immense, monotone et silencieuse. Mais dans une région isolée du Pacifique occidental, à des milliers de kilomètres du Japon et loin de toute côte, une mesure de routine cessa d'être routinière. La corde descendit d'1 kilomètre, puis 2, puis 3. Elle continua de descendre, 4, 5, 6 kilomètres. Et le poids continuait de s'enfoncer sans toucher le fond. Sur le pont, les marins continuaient à filer la ligne, tandis que la coque grinçait doucement au-dessus d'un vide dont personne n'avait d'image claire, seulement l'intuition de quelque chose d'immense et d'inconnu sous leurs pieds. À cette époque, naviguer au large impliquait déjà d'innombrables dangers. Des tempêtes capables de détruire un navire, des récifs invisibles, des pannes irréparables loin de tout port. À cela s'ajoutait la peur de ce que l'on ne voyait pas. Les récits de monstres marins aux tentacules gigantesques n'étaient pas de simples superstitions. Ils étaient une façon de donner une forme à l'ignorance. Les profondeurs étaient imaginées comme un espace hostile, peuplé de créatures impossibles et de forces inconnues. Dans ce contexte, laisser descendre une corde dans un abîme qui semblait sans fin devait être aussi inquiétant que fascinant. Après une longue attente, le poids de plomb toucha enfin le fond. Lorsqu'ils calculèrent la profondeur, ils obtinrent une valeur extraordinaire. 4475 brasses, un peu plus de 8 km sous la surface. Jamais auparavant un tel chiffre n'avait été enregistré. Ce point fut inscrit sur les cartes sous un nom appelé à devenir légendaire. Challenger Deep, le profond Challenger, en hommage au navire qui avait révélé la fissure la plus saisissante de la planète. À ce moment-là, personne ne savait que cette mesure n'atteignait même pas le véritable centre de l'abîme. Plusieurs décennies plus tard, lorsque la technologie permit d'utiliser le sonar et d'autres instruments de mesure à distance, les scientifiques revinrent dans la région. Cette fois, ils ne dépendaient plus d'une corde et d'un bloc de plomb, mais d'impulsions sonores qui rebondissaient sur le fond marin et revenaient chargées d'informations. Les nouvelles données montrèrent que la première mesure du Challenger n'avait fait qu'effleurer le bord d'une dépression encore plus profonde. Le véritable point le plus bas de la fosse des Mariannes se situe à près de 11 km sous le niveau de la mer. Si le mont Everest, avec ses quelques 8,8 km de hauteur, était placé au fond de la fosse, son sommet resterait encore immergé sous près de 2 km d'eau.
La fosse n'est pas un puits isolé, mais une structure allongée et incurvée qui suit le bord occidental du Pacifique. Dans ses portions les plus larges, elle atteint près de 70 km de largeur. L'un de ses flancs plonge comme une paroi presque verticale. L'autre s'incline plus doucement jusqu'à se confondre avec les plaines abyssales. Challenger Deep, bien qu'il ne soit qu'une petite section de cette cicatrice gigantesque, pourrait abriter des dizaines de gratte-ciel empilés les uns sur les autres sans atteindre la surface de l'océan. Vue depuis l'espace, la Terre apparaît comme une planète d'eau relativement homogène. Mais sous cette surface bleue se cache une topographie aussi extrême que celle de n'importe quelle chaîne de montagnes continentale. L'origine de cette entaille ne réside pas dans une fracture accidentelle, mais dans le mouvement lent et constant de la croûte terrestre. La partie externe de la planète n'est pas une couche solide continue, mais une mosaïque d'énormes plaques tectoniques qui se déplacent de quelques centimètres par an sur le manteau plus chaud et plus plastique de l'intérieur. Là où les plaques s'écartent, le magma remonte, se refroidit et forme un nouveau plancher océanique. C'est là que le fond marin se fabrique. En revanche, là où les plaques se rencontrent et entrent en collision, la croûte ne peut pas continuer à s'accumuler indéfiniment et l'une des plaques doit céder. Sur de nombreuses marges océaniques, la plaque la plus ancienne et la plus froide s'enfonce sous une autre plus légère. Cette plaque se courbe, se fissure et entame une lente descente vers l'intérieur de la Terre. C'est le processus de subduction, responsable des fosses océaniques les plus profondes de la planète. Chaque fois qu'une plaque se plie et s'enfonce sous une autre, la surface laisse une trace claire, une fosse longue et étroite qui marque le point où la croûte commence sa chute de retour vers le manteau. Dans le cas de la fosse des Mariannes, l'actrice principale est la plaque du Pacifique, l'une des plus grandes et des plus denses de la Terre. Depuis des dizaines de millions d'années, elle se déplace vers l'ouest, poussant lentement sa propre croûte vers la limite où elle rencontre la plaque des Philippines, plus petite et plus légère. Le long de cette frontière s'aligne l'arc volcanique des îles Mariannes. Là, la plaque du Pacifique ne parvient pas à repousser les îles vers l'extérieur. Au lieu de cela, elle se courbe et glisse sous la plaque voisine. À ce point d'inflexion, où la roche solide se plie à l'échelle planétaire, naît la fosse, un pli colossal creusé à la base de l'océan. Ce schéma de subduction n'est pas propre aux Mariannes. En bordure du Pacifique, d'autres limites de plaques présentent la même dynamique et dessinent ensemble sur les cartes un grand anneau de fosses, d'arcs insulaires et de chaînes volcaniques connues sous le nom de ceinture de feu. Près de 90% des séismes de la planète et environ les 3/4 de ces volcans actifs s'y concentrent. Au sein de cette ceinture, la fosse des Mariannes représente l'un des exemples les plus extrêmes et les plus clairs de la puissance avec laquelle la tectonique peut remodeler la surface de la Terre. Comprendre comment s'est formée la fosse des Mariannes n'est que la moitié du problème. L'autre moitié commence lorsque quelqu'un tente d'atteindre physiquement son fond. À près de 11 km de profondeur, le véritable ennemi n'est ni l'obscurité ni la distance, mais une force invisible qui imprègne tout, la pression. On l'aperçoit déjà dans quelque chose d'aussi banal que le fond d'une piscine. À quelques mètres sous la surface, les oreilles se bouchent et la poitrine ressent un léger poids supplémentaire. À 10 mètres, la pression a déjà doublé par rapport au niveau de la mer. Si cette même logique est étendue à l'échelle de Challenger Deep, les chiffres cessent d'être intuitifs et deviennent extrêmes. Au point le plus profond de la fosse, la colonne d'eau qui s'élève au-dessus génère une pression plus de 1000 fois supérieure à la pression atmosphérique, de l'ordre de dizaines de milliers de psi. Dans ces conditions, tout objet qui n'a pas été conçu avec une marge de sécurité énorme risque de s'effondrer brutalement. La plus petite faiblesse structurelle, une soudure imparfaite, un boulon mal calculé, peut devenir l'origine d'une défaillance catastrophique. Même les équipements spécialement conçus pour l'océan profond se sont révélés vulnérables. En 2014,
un véhicule de recherche sans équipage, explorant la fosse des Kermadec à près de 9900 mètres, perdit soudainement le contact. Le signal fut interrompu. Aucune donnée supplémentaire ne fut reçue et l'on ne récupéra par la suite que des fragments épars de la machine. La pression avait, sans difficulté, trouvé le point faible. La comparaison avec les sous-marins militaires modernes est éclairante. Ces navires, construits pour opérer dans des scénarios de guerre, travaillent généralement en toute sécurité à seulement quelques centaines de mètres de profondeur. Même les modèles capables de plongées plus importantes possèdent des limites strictes bien avant d'atteindre 1 kilomètre. Au-delà de ces profondeurs, le risque de défaillance structurelle augmente de manière exponentielle. Challenger Deep, en revanche, s'enfonce à près de 11 000 mètres sous la surface. Un environnement totalement hors de portée de tout sous-marin naval existant. Il ne suffit pas de renforcer la coque. Il est nécessaire de concevoir un type de véhicule entièrement différent. Pensé dès le départ pour résister à une pression qui écrase sans ménagement tout ce qui n'y est pas préparé. Dans ce contexte est apparue une solution aussi simple dans son principe qu'extrême dans son exécution, le bathyscaphe. À la fin des années 50, l'ingénieur suisse Auguste Piccard développa le Trieste, un véhicule qui combinait 2 éléments clés. Dans sa partie inférieure se trouvait une sphère d'acier aux parois épaisses, à peine assez grande pour que 2 personnes puissent s'y asseoir, recroquevillées. Cette petite bulle constituait le seul espace habitable, maintenu à une pression équivalente à celle de la surface. Au-dessus se trouvait un immense flotteur rempli d'essence. Ce choix n'était pas le fruit du hasard. L'essence, moins dense que l'eau et très peu compressible, assurait une flottabilité même sous des pressions extrêmes. Entre la sphère et le flotteur se trouvait une structure de soutien à laquelle étaient fixés des réservoirs de lest en fer. Le principe de fonctionnement était simple. Le bathyscaphe était lesté pour descendre et, une fois au fond, libérait une partie de ce poids afin de pouvoir remonter. Il n'existait aucun système de propulsion sophistiqué ni de grand confort. C'était, en essence, une sphère résistante suspendue à un réservoir flottant. Le reste relevait de la patience, du calcul et d'une bonne dose de confiance dans le fait que les équations ayant guidé la conception étaient correctes. En 1960, 2 hommes prirent place à l'intérieur de cette sphère pour réaliser une plongée qui marquerait un tournant. Don Walsh, lieutenant de la marine des États-Unis, et Jacques Piccard, océanographe suisse et fils du concepteur du véhicule, entamèrent la descente vers le point le plus profond de la Terre. Une fois l'écoutille scellée, la sphère se retrouvait isolée du monde extérieur. Il n'y avait pas d'espace pour se tenir debout. Ils ne pouvaient observer l'extérieur qu'à travers de petites fenêtres de verre dont l'intégrité dépendait du fait qu'aucune micro-fissure ne devienne un problème mortel. Tandis que le Trieste commençait à s'enfoncer, la mer de surface se transformait en un souvenir lointain. Le voyage vers le fond n'était pas rapide. À mesure que la profondeur augmentait, la température diminuait et la pression augmentait selon un gradient continu. À l'intérieur de la sphère, Walsh et Piccard voyaient les chiffres du profondimètre défiler. 1000 mètres, 5000, 8000. Chaque nombre représentait une couche supplémentaire d'eau qui s'ajoutait sur la coque d'acier. Il n'existait aucune possibilité d'ouvrir une écoutille, de faire demi-tour immédiatement, ni d'interrompre la descente au sens conventionnel. La seule option consistait à faire confiance à la structure pour qu'elle résiste jusqu'au contact avec le fond. Aux alentours de 9 km, une détonation secoua soudainement l'appareil. Le bruit, aigu et violent, résonna comme un coup de feu dans l'étroite cabine. Pendant quelques instants, tout calcul théorique dut être éclipsé par la sensation primitive d'être écrasé. On découvrit plus tard qu'une plaque extérieure en plexiglas, installée comme protection supplémentaire, s'était fissurée sous la pression. La cabine principale, en revanche, resta intacte. La plongée se poursuivit. Après près de 5 heures de descente, le Trieste toucha enfin le fond du Challenger Deep.
L'impact souleva un nuage de sédiments extrêmement fins qui troubla l'eau devant les petites fenêtres. Pendant quelques instants, on ne percevait qu'une sorte de brume laiteuse, une poussière liquide suspendue dans l'obscurité. Lorsque ce nuage commença à se dissiper, la scène qui apparut n'était pas celle d'un désert minéral totalement mort. Selon le récit de Picard, une créature ressemblant à un poisson plat d'environ 30 cm se déplaçait sur le fond marin. Observée à travers une vitre de quelques centimètres d'épaisseur et sous une pression écrasante, cette vision était nécessairement limitée, mais suffisante pour tirer une conclusion décisive. Même au point le plus profond connu, la vie était présente. Walsh et Picard restèrent au fond pendant une vingtaine de minutes. Ils ne pouvaient pas parcourir de grandes distances ni effectuer des manœuvres complexes. La mission principale n'était pas de cartographier la fosse, mais de démontrer qu'il était possible d'y parvenir vivant et d'en revenir. Après ce bref séjour dans l'endroit le plus extrême de l'océan, ils larguèrent le lest et commencèrent la remontée. Le retour à la surface dura environ 3 heures supplémentaires, traversant en sens inverse les couches d'eau qui les séparèrent de l'air et de la lumière. Lorsqu'ils émergèrent en temps fin, ils n'avaient pas seulement établi un record historique, ils avaient contraint la science à reconsidérer l'idée que la vie ne pouvait pas supporter de telles pressions. Paradoxalement, le succès du Trieste constitua aussi une sorte de point final. La plongée démontra que le voyage était possible, mais elle montra également que le niveau de risque et les difficultés techniques étaient énormes. Pendant plus d'un demi-siècle, tandis que l'humanité conquit le sommet de l'Everest et atteignit la Lune, le fond de la fosse des Mariannes demeura pratiquement intact. Aucun être humain ne retourna au Challenger Deep durant des décennies. Ce n'est qu'en 2012 que la seconde plongée habitée jusqu'au fond eut lieu. Cette fois, le protagoniste fut James Cameron, à bord du submersible moderne Deep Sea Challenger. Contrairement au Trieste, son véhicule intégrait des matériaux composites, des systèmes électroniques avancés, des caméras haute définition et la capacité de prélever des échantillons du fond. Cameron descendit seul, devenant la 3e personne à atteindre le point le plus profond de l'océan. Son voyage n'apporta pas seulement de nouvelles images et données, mais raviva également l'intérêt pour l'exploration des fosses abyssales et démontra que les plongées pouvaient être répétées avec une approche plus scientifique et systématique. À partir de là, une nouvelle génération de submersibles et d'expéditions commença à visiter l'abîme. Au début des années 2020, plus de 20 personnes étaient déjà descendues jusqu'au Challenger Deep, dépassant le total cumulé des 50 années précédentes. Parmi ces explorateurs figurèrent des aventuriers comme Victor Vescovo et Hamish Harding, qui établirent des records de durée opérationnelle au fond, réalisant de multiples descentes et collectant des séries de données de plus en plus denses. Cependant, chaque plongée demeure une opération de grande envergure. Elle exige des années de conception et de construction, des tests exhaustifs de chaque composant, des navires de soutien équipés de grues, de laboratoires, de systèmes de communication redondants et d'équipes humaines hautement spécialisées. Une défaillance dans une vanne ou une connexion électrique peut entraîner la perte du véhicule, des données et, dans le pire des cas, de vies humaines. Même aujourd'hui, alors qu'il existe déjà des submersibles capables de visiter l'abîme à répétition, le nombre total d'heures que l'humanité a passées au fond de la fosse est insignifiant par rapport à l'immensité du lieu. Chaque descente n'offre qu'un aperçu fragmentaire d'un monde qui demeure, pour l'essentiel, inconnu. Au-dessus de la fosse des Mariannes, la surface du Pacifique ressemble à une étendue infinie d'eau, sans côte visible ni point de repère. Tout n'est qu'horizon. Mais il suffit de quitter cette surface pour que l'océan cesse d'être un volume uniforme et se révèle comme un espace stratifié, divisé en couches bien définies, chacune avec sa propre lumière, sa propre pression et ses propres formes de vie. La première de ces couches est la zone épipélagique, la peau lumineuse de l'océan.
Elle s'étend de la surface jusqu'à environ 200 mètres de profondeur. C'est une bande relativement mince comparée à l'immensité de la mer, mais elle concentre le rôle le plus décisif pour la vie sur la planète. C'est le seul endroit de l'océan où la lumière du soleil est suffisamment intense pour soutenir la photosynthèse. Ici, des milliards de minuscules organismes, le phytoplancton et les algues microscopiques, transforment la lumière solaire, le dioxyde de carbone dissous, et les nutriments en matière organique et en oxygène. Près de la moitié de l'oxygène présent dans l'atmosphère terrestre est produite dans cette couche d'eau apparemment insignifiante. Le phytoplancton devient la nourriture du zooplancton, de petites créatures qui dérivent avec les courants, copépodes, larves de crustacés, minuscules méduses. À leur tour, ces organismes sont dévorés par de petits poissons et des méduses plus grandes. Ceux-ci alimentent des prédateurs plus importants comme les poissons pélagiques, les calmars et les requins. De cette manière, la chaîne alimentaire marine s'élève depuis sa base microscopique juste sous la lumière du soleil. La vie dans les profondeurs dépend en grande partie de la productivité de cette bande superficielle. Restes d'organismes, excréments, fragments de tissus et agrégats de matière organique coulent lentement comme une pluie sombre, une neige marine qui nourrit les niveaux inférieurs de l'océan. À mesure que l'on descend depuis la surface, les couleurs commencent à s'estomper. Les rouges disparaissent d'abord, puis les oranges et les jaunes, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un bleu profond filtré par l'eau. Aux alentours de 200 mètres, même ce bleu devient ténu. Ici s'achève la zone épipélagique et commence la zone mésopélagique, également appelée zone crépusculaire. La lumière provenant d'en haut existe encore, mais elle est si faible qu'elle ne permet plus la photosynthèse. La température chute rapidement et la pression commence à augmenter de manière plus sensible. Dans cette pénombre constante apparaissent les premiers éclats, des flashs verts et bleus de bioluminescence émis par les organismes eux-mêmes, qui traverse l'obscurité en brèves pulsations lumineuses. Malgré son obscurité apparente, la zone mésopélagique est extraordinairement riche en vie. Certaines estimations suggèrent que la biomasse de poissons qui habite cette tranche dépasse celle de tout le reste de l'océan réuni. On y trouve d'immenses bancs de poissons lanternes, des animaux qui, le jour, restent à plusieurs centaines de mètres de profondeur et, la nuit, remontent lors de migrations verticales massives pour se nourrir dans des eaux plus superficielles. Cette migration quotidienne, de centaines de mètres vers le haut et vers le bas, est l'un des plus grands mouvements collectifs d'animaux sur Terre, même si elle est presque jamais visible à l'œil humain. Lorsqu'on dépasse environ 1000 mètres de profondeur, la lumière du soleil disparaît complètement. Il n'existe plus de différence entre le jour et la nuit. On entre alors dans la zone bathypélagique, également appelée zone de minuit ou twilight zone. La température se stabilise à quelques degrés au-dessus du point de congélation, tandis que la pression atteint des valeurs des centaines de fois supérieures à celle de la surface. Les sous-marins conventionnels ne peuvent plus y opérer. Leurs coques ne sont pas conçues pour supporter une telle charge. Et pourtant, cet endroit n'est pas un vide inhabité. Dans l'obscurité absolue, les éclats de bioluminescence se multiplient de méduses, calmars, poissons, crustacés, et vers transforment l'océan en un ciel inversé, rempli de points lumineux en mouvement. La tranche d'eau, comprise entre 1000 et 4000 mètres, constitue le plus grand environnement habitable continu de la planète. Ses habitants ont modelé leur corps et leur comportement pour survivre à des conditions que l'être humain ne pourrait pas supporter. Leurs squelettes sont légers, parfois réduits à des structures minimales. Leurs tissus sont flexibles et adaptés à la pression. Leurs métabolismes se sont ralentis pour économiser l'énergie dans un milieu où la nourriture est rare et arrive de manière irrégulière. Les sens se réinventent eux aussi. Des yeux géants optimisés pour capter la plus faible trace de lumière, des organes sensibles à la pression, des antennes et des tentacules qui explorent l'eau à la recherche de signaux chimiques ou mécaniques. Dans ce royaume sombre,
La lumière devient un outil essentiel. Certains poissons ont développé des yeux stupéfiants. Le poisson barreleye, par exemple, possède un crâne transparent qui fonctionne comme un dôme. À travers lui, ses yeux tubulaires peuvent pivoter et regarder vers le haut, à la recherche de silhouettes découpées contre la faible lueur qui filtre depuis les couches supérieures. D'autres prédateurs utilisent la lumière non seulement pour voir, mais pour attirer. Le poisson-pêcheur des abysses porte au-dessus de la tête un filament bioluminescent, une petite lanterne qui flotte comme un verre lumineux. Lorsqu'une proie s'approche, attirée par cet unique point de lumière dans l'obscurité totale, elle se retrouve soudain face à des mâchoires remplies de longues dents aiguës. Le poisson-dragon des profondeurs, quant à lui, émet de la lumière le long de son corps, générant une silhouette lumineuse qui sert à désorienter et à séduire ses proies avant de se jeter sur elles. Plus bas, dans des secteurs encore plus silencieux de cette zone, se suspend le calmar à longs bras. Son corps central est petit, mais ses tentacules se déploient comme des fils extrêmement fins qui descendent verticalement de nombreux mètres dans l'obscurité. Il demeure presque immobile, les bras tendus comme un réseau de capteurs qui attend le moindre contact d'une proie. De temps en temps, les caméras des grandes profondeurs ont réussi à enregistrer sa silhouette fantomatique flottant immobile dans l'eau, comme un cerf-volant inversé attaché à rien. Plus étrange encore est le siphonophore, l'une des créatures les plus déroutantes de l'océan profond. À première vue, il ressemble à une méduse allongée, certaines espèces dépassant les 40 mètres de longueur, plus qu'une baleine bleue. Mais il ne s'agit pas d'un seul organisme, c'est une colonie, une chaîne d'unités génétiquement identiques, chacune spécialisée dans une fonction précise, comme la propulsion, la capture des proies ou la digestion. Ensemble, elles forment un corps collectif qui dérive lentement dans l'obscurité, émettant souvent de la lumière sur toute sa structure. Lorsqu'un siphonophore géant s'enroule sur lui-même dans les profondeurs, il dessine des motifs ondulants et lumineux qui semblent étrangers à toute référence terrestre. À partir d'environ 6000 mètres de profondeur, on franchit un seuil presque invisible. Le domaine bathypélagique s'achève et commence la zone Hadal, le territoire exclusif des grandes fosses océaniques. Ici, l'eau n'est qu'à environ 1 degré au-dessus du point de congélation, et la pression approche 1000 fois la pression atmosphérique. Chaque centimètre carré de toute surface subit une force qui, à l'échelle humaine, serait inconcevable. Pourtant, la zone Hadal n'est pas totalement isolée. Le long du fond de la fosse circulent des courants d'eau très froides et très denses qui ont plongé dans les régions polaires et traversé lentement une grande partie de la planète avant d'atteindre cet endroit. Ces masses d'eau profonde transportent de l'oxygène dissous, maintenant un niveau minimal d'habitabilité même dans les recoins les plus extrêmes de l'océan. Cette circulation lente et silencieuse est le fil qui relie l'abîme au reste du système terrestre. Dans un lieu où la lumière n'arrive jamais, la vie ne peut plus dépendre exclusivement de la nourriture qui tombe depuis la surface. La neige marine reste importante, mais elle ne suffit pas. En certains points du fond apparaissent des suintements de fluides riches en composés chimiques comme le sulfure d'hydrogène, le méthane et d'autres éléments réduits qui s'échappent de la croûte océanique et du manteau supérieur. Là, des communautés de micro-organismes utilisent ces composés comme source d'énergie, transformant la matière inorganique en biomasse par chimiosynthèse. C'est un processus analogue à la photosynthèse, mais alimenté par l'énergie chimique plutôt que par la lumière solaire. Beaucoup moins efficace, certes, mais suffisant pour soutenir de petits réseaux alimentaires dans un environnement où chaque ressource compte. Sur cette base microscopique se construisent des communautés discrètes, presque invisibles à l'échelle humaine. Parmi les habitants les plus caractéristiques de la zone Hadal des Mariannes figurent les poissons limaces, de petits animaux au corps mou, de couleur blanc laiteux et à structure osseuse minimale. Leurs tissus gélatineux et leurs os rares
sont des adaptations extrêmes à une pression écrasante. En réduisant les parties rigides, le risque de fractures et d'effondrements internes diminue. Dans la fosse des Mariannes, des poissons limaces ont été observés à des profondeurs proches de 8000 mètres, se déplaçant en douceur sur le fond et le long des parois de la vallée sous-marine. Toutefois, en dessous d'environ 8200 mètres, aucun poisson osseux vivant n'a jamais été observé. Cette limite marque, à ce que l'on sait, la frontière biologique finale pour ce groupe dans l'océan profond. On pense qu'au-delà de ce seuil, la pression modifie à tel point les protéines et les membranes cellulaires des vertébrés que leur physiologie cesse de fonctionner. Ce qui, pour l'être humain, n'est qu'un chiffre, devient pour la vie marine un mur invisible, une plage de profondeur que certaines lignées ont réussi à conquérir et que d'autres n'ont pas franchie. Au fond même du Challenger Deep, là où la fosse atteint ses profondeurs maximales, la vie semble se dépouiller de tout excès. Les grands poissons disparaissent, les corps complexes deviennent rares et l'écosystème paraît se simplifier jusqu'à presque se réduire à des micro-organismes et à quelques invertébrés spécialisés. Parmi ces derniers se distinguent les amphipodes, de petits crustacés à l'apparence fragile, mais d'une résistance extraordinaire. Des caméras d'observation appâtées avec des morceaux de poisson ont enregistré des essaims de ces animaux se ruant sur la nourriture en quelques minutes, démontrant que même dans l'abîme le plus éloigné, une occasion de se nourrir n'est jamais gaspillée. Toutefois, les amphipodes visibles autour de l'appât ne racontent qu'une partie de l'histoire. La méthode la plus couramment utilisée pour observer la vie dans les fosses consiste précisément à déposer des caméras au fond avec un appât, à attendre quelques heures, puis à récupérer le matériel. Cela signifie que la majorité des images obtenues montrent un petit cercle de terrain artificiellement éclairé et une communauté filtrée par le type de nourriture proposée. On sait que les crustacés charognards accourent rapidement vers cette ressource gratuite, mais cela n'implique pas qu'ils soient les seuls habitants du lieu. Ce sont simplement ceux qui réagissent aux stimulus disponibles pendant le bref intervalle où les lumières restent allumées. Plus discrets, collés au substrat lui-même, se trouvent peut-être les organismes les plus étranges de tout l'abîme, les xénophyophores. À première vue, ils ressemblent à des taches informes, des masses gélatineuses recouvertes de vases et fixées aux roches ou aux sédiments. Mais chacune de ces structures correspond à une seule cellule géante, capable d'atteindre la taille d'un point humain. Pour construire leur fragile coquille, ces organismes agglutinent de minuscules particules de sédiments, des fragments minéraux et des restes d'autres êtres vivants. Ils filtrent ensuite dans l'eau les plus petites particules organiques qui constituent leur nourriture. L'intérêt que suscitent les xénophyophores va bien au-delà de la simple curiosité biologique. Leur capacité à maintenir des membranes cellulaires fonctionnelles, flexibles et réparables sous des pressions qui déformeraient la plupart des structures connues offre des pistes importantes pour la science des matériaux, la biotechnologie et la médecine. Comprendre comment ils protègent et restaurent leur ADN dans ces conditions peut inspirer de nouvelles stratégies contre les dommages cellulaires en surface. Des techniques de conservation des tissus jusqu'à des approches innovantes pour traiter des maladies liées à la stabilité génétique. D'une certaine manière, chaque cellule géante au fond de la fosse agit comme un laboratoire naturel où la vie expérimente des solutions qui n'ont pas encore été imaginées sur la terre ferme. Malgré les avancées technologiques des dernières décennies, la connaissance de ce monde demeure fragmentaire. La plupart des données disponibles sur les fosses les plus profondes provient d'un nombre très réduit de plongées et de caméras automatisées qui n'enregistrent que des zones minuscules durant de courts laps de temps. Au fond du Challenger Deep, on suppose que seuls des micro-organismes et des invertébrés peuvent supporter les conditions extrêmes, mais même cette affirmation repose sur des preuves limitées. L'humanité n'y est presque jamais restée assez longtemps pour affirmer quoi que ce soit avec une certitude absolue. Cette rareté des observations fait de la fosse
un territoire scientifique chargé d'incertitudes. Quelles autres espèces, encore non décrites, vivent sur ces parois et dans ces dépressions? Quels mécanismes biochimiques permettent à une cellule de continuer à fonctionner sous des pressions allant jusqu'à 16 000 psi, à des températures proches du point de congélation et en absence totale de lumière? Quel type d'écosystèmes se forment autour de suintements chimiques encore non détectés? Chaque nouvelle plongée, chaque caméra déployée, chaque sédiment recueilli ajoute une pièce à un puzzle qui reste presque blanc. Reste également ouverte la question de savoir dans quelle mesure l'activité humaine commence à altérer cet environnement supposé intact. Des études récentes ont détecté des microplastiques et des substances contaminantes dans des organismes des grandes profondeurs, y compris des amphipodes capturés dans des fosses. Bien que le document de référence se concentre sur la vie et l'exploration, d'autres recherches ont montré que, même dans les points les plus reculés de l'océan, les produits de l'industrie et de la consommation moderne s'infiltrent lentement jusqu'au fond. L'abîme, loin d'être un refuge étranger à notre présence, commence à révéler les traces de la surface. En parallèle, la perspective d'exploiter économiquement les fonds marins soulève des interrogations sur l'impact que ces activités pourraient avoir sur des écosystèmes à peine compris. Toute perturbation du sédiment, toute modification des courants profonds ou des sources chimiques qui soutiennent la chimiosynthèse pourrait déclencher des effets imprévisibles dans un réseau écologique très délicat. Dans un environnement où les processus sont lents et où la régénération peut prendre des siècles, les dommages seraient en pratique irréversibles à l'échelle humaine.